Donc, bienvenue à tout le monde pour cette dernière soirée de l'année, webinaire numéro 19, consacré cette fois-ci à une discussion avec des invités du Canada, donc notamment du Canada francophone. Donc, on a beaucoup de plaisir à accueillir Geneviève Deshôtels avec nous pour témoigner ce soir. Je vais laisser Geneviève présenter son entreprise et puis après on va embarquer directement sur nos discussions et Geneviève est avec Morgane Homo qui est son contrepartie, si j'ai bien compris, ou collègue côté Europe pour la même entreprise. Donc ils vont partager avec nous leur regard croisé et avec tous les panélistes d'ailleurs le côté pédagogie vue du Québec et vue de la France. Donc, ce soir, on a notre panel habituel avec Hubert sur le klaxon qui va démarrer la soirée très bientôt et Frédéric qui est co-animateur avec moi qui jouera un petit peu le rôle des journalistes. Donc, bienvenue avec tout le monde. On a vu que c'était sympa de terminer cette année avec un avant-goût des vacances. Donc, on va voyager déjà, moi, j'ai un petit accent anglophone, mais ça n'a rien à voir avec ce qui nous attend avec Geneviève. Donc, on va voyager directement au Canada. Geneviève, peut-être que tu pourrais nous dire quelques petits mots sur qui vous êtes. Bien sûr, bien bonjour, bonsoir en fait tout le monde. Vous devinez il est midi, alors vous reconnaissez déjà l'accent québécois. Si jamais ça devenait trop intense, écrivez dans le chat, on comprend rien. Et, et je vais m'efforcer d'être un peu plus internationale. Il y a Morgane qui maintenant, depuis un an et quelques, est habituée aussi, alors pourra traduire certaines expressions si jamais je me laisse aller, parce que je me sens justement en toute confiance avec vous ce soir. Donc, essentiellement, un petit mot sur moi, un petit mot sur nos entreprises, parce que je pense que c'est encore plus important qu'on puisse parler de notre sujet d'aujourd'hui, comme Juliette l'a si bien présenté. Alors, donc moi, à la base, une fille de ressources humaines qui a toujours été intéressée par le développement du leadership, autant chez les employés, les professionnels que chez les managers, les dirigeants. Alors, le leadership, hein, c'est pas juste une question de rôle ou de responsabilité dans les organisations, mais bien une question d'humain. Et donc, après avoir passé 16 ans dans la petite, moyenne, grande, très grande organisation privée, publique, j'ai toujours été ce qu'on appelle ici une intrapreneur. Et là, j'ai eu le goût de l'entrepreneuriat. Et après y avoir réfléchi, évidemment, on ne laisse pas... En fait, j'ai travaillé chez l'équivalent de d'EDF, mais au Québec, ça s'appelle Hydro-Québec. Alors, avant de laisser une boîte comme ça pour partir à son compte, à l'aventure, on y pense un peu quand même. Alors, j'ai pris le temps d'y penser et j'ai plongé. Ça fait déjà 11 ans. En fait, ça fera 11 ans le 16 août prochain. Et d'abord, du côté d'une firme conseil un peu plus traditionnelle, bien qu'on aime bien dire qu'on est plus rapide que la moyenne, on fait ce qu'on appelle du growth leadership. En 2013, je voyais bien que la formation traditionnelle en classe aurait de moins en moins de succès. Pourquoi? Parce que, du moins chez nous, je me faisais dire, Geneviève, tes parcours de 5 jours, c'est possible de les faire en 2 jours? Ah oui, puis en passant, j'ai plus de budget et on n'a plus de salle. Bon, alors, je vous vois sourire, alors j'imagine que ça traverse l'Atlantique, ce genre de contraintes. Non, non, Alors, absolument pas. alors, bon, vous voyez, hein, déjà, on voit des similitudes dans nos réalités. Alors, je me suis dit, j'ai deux choix. Ou je me bats continuellement en train de défendre un parcours de 5 jours, défendre un budget, puis toujours avoir l'impression d'être en train de me battre contre. Ou j'ai dit, j'ai deux choix. J'essaie de trouver une solution à laquelle ils ne pourront pas dire
Non, puisqu'elle répondra aux différentes contraintes. Et c'est là que j'ai fondé ce qui allait devenir Eluxi. Donc, à la base de la conception de formation immersive et interactive, c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous, mais c'est du serious gaming. Donc, de votre côté. Et surtout, la plateforme technologique sur laquelle s'appuie ce que l'on fait aujourd'hui nous permet d'aller bien au-delà de la formation autant sur les soft skills que sur les hard skills, appelons-les comme ça. On va vraiment ailleurs. On aura l'occasion, évidemment, d'en parler plus longuement durant le webinaire. Alors, essentiellement, c'est ça. J'arrive avec une intention de partage, une intention de voyager, justement. Juliette, tu disais que vous veniez au Québec, mais moi, ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas allée en Europe, bien évidemment pour les raisons qu'on connaît. Alors, moi aussi, je voyage aujourd'hui. Alors, vraiment dans une intention de partage, qu'on puisse. J'ai envie de faire grandir cette communauté-là en y ajoutant à mon petit grain de sel. C'est vraiment comme ça que j'espère qu'on va passer la prochaine heure. Super. Fred, je te laisse. Ouais. Bah, Morgane, tu veux peut-être te présenter aussi? Oui, oui, très rapidement. Donc, Morgane, moi, je suis l'associé de Geneviève depuis un an et quelques maintenant sur le développement en fait, d'Iluxi et sur l'Europe. Et moi, de mon côté, par contre, je vais migrer côté montréalais dans peu de temps et je continuerai à faire les allers-retours parce qu'on s'est vu de toute façon que maintenant, la possibilité à l'international de pouvoir être présent à distance et continuer à travailler sur du local, c'est quand même bien pratique. Donc voilà, ça fait un an qu'on travaille sur le projet et qu'on a lancé avec Geneviève et les autres associés et l'ensemble de l'équipe de développer donc la plateforme et la mettre à disposition sur l'Europe. Donc toi, tu n'as pas d'accent par contre. Breton. Encore. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Après, il y a le vocabulaire, je suis d'accord avec Jen, que ce soit le nôtre ou le vocabulaire québécois est assez intéressant. Donc, je pourrais éventuellement faire quelques traductions, pardon. Ouais, je pense qu'un petit glossaire s'imposera, effectivement. Ouais. Exactement. Mais de l'autre côté aussi. Ok, merci Morgane. Du coup, on va commencer comme traditionnellement on le fait avec un petit sondage mitonné par Hubert. Donc là, Hubert a placé en fait un sondage en fait Klaxoon avec le lien dans le chat. Donc je vous engage à aller cliquer sur le lien et puis commencer à vous poser la question en fait. Donc on a fait un petit match France-Québec. Sachant qu'on est parti sur le sujet de ce soir, qui était de se dire que pour nous, en fait, et je pense que pour une grosse partie, des gens qui suivent un peu la pédagogie, on a le Québec qui est un peu l'Eldorado en fait de la pédagogie. On imagine que voilà, là-bas, l'inclusion, en fait, c'est quelque chose qui est très standard, que la notion de ressources libres aussi, on va pas mal passer de trucs autour de la ressource libre aussi. On imagine, voilà, il y a tout un tas de ressources disponibles en fait gratuitement pour former en fait à gogo. Qu'on est aussi sur des méthodes pédagogiques complètement innovantes du type Montsouris, mais déployées en fait à la totalité en fait des étages en fait de la formation. Puis aussi en tech, on voit bien le Canada et le Québec, c'est quand même un pays qui est énorme, donc on imagine que le distanciel là-bas, c'est quelque chose qui est plus que courant et qui est vraiment en fait nécessaire. On parle aussi pas mal de bimodal, voire même de comodal. Il y a aussi des choses avec l'Université de Laval à ce sujet-là. Et puis, forcément, les US, c'est l'IA. Donc, à mon avis, le Québec, c'est pas loin quand même. Donc, tout ce qui est intelligence artificielle aussi, ça va être super développé. Et puis, tout ce qui peut être e-portfolio aussi, des choses comme ça. Donc, j'imagine que ça va être très en avance. Donc, du coup, par rapport à tout ça, en fait, l'idée, c'est de faire le petit sondage déjà. Et puis après, on va demander à Geneviève et Morgane, en fait, de nous dire, en fait, si la vision qu'on a, elle est la bonne ou pas. Et ça sera le sujet de la soirée, en fait. Alors, du coup, le sondage. Donc, là, je crois que... Donc Hubert, si tu peux nous partager ton écran, si tu vois si tu as les réponses qui tombent. Partage complet. Voter. Ouais, qui est le plus avancé sur le plan EdTech? On a 82% pour le Québec. Oh. D'accord, donc je note. Je pense que ça va être une victoire éclatante du Québec. Ouais. Qui innove le plus sur la pédagogie? 100% Québec. Wow. Voilà.
Le distanciel est-il plus répandu en Québec? 78%. Et qui a assuré le mieux la continuité pédagogique pendant la Covid? Québec, 78% aussi. D'accord. Donc, On est sûr que tout le monde a répondu. Il n'y a pas que moi qui ai répondu au final. non. Ça a donné les réponses. Non, parce que ça me rappelle un peu ça me rappelle le premier entretien qu'on avait eu avec Geneviève. Donc Geneviève, du coup, Oui, la c'est- question qui se pose, c'est est-ce que tout ça c'est vrai ou pas? Ben, vous allez rire, hein, parce que si j'avais complété le sondage, j'aurais pris les mêmes résultats, mais j'aurais tout fait ça à l'inverse. C'est-à-dire que je vous aurais mis premier partout sur toutes les questions qui étaient posées dans ce klaxoon. C'est fou comment on imagine que le gazon est est plus vert chez le voisin jusqu'à temps qu'on se rende compte que c'est du gazon artificiel. Hein? C'est vraiment incroyable. Je veux pas diminuer ce qu'on fait au Québec, mais je veux surtout honorer ce que vous faites chez vous. Et je pense que on va avoir beaucoup de plaisir durant cet échange, justement à confondre mythe et réalité et de voir comment on peut s'entraider et profiter des meilleures pratiques l'une des autres. Frédéric, je te laisse gérer les mains levées. J'ai vu que Claire l'avait levée. Tu sais, je savais que je suis aussi une formatrice, alors je les vois en temps réel, mais je veux pas non plus. Morgane le sait combien de fois je prends la place, puis il faudrait pas, là. Alors, je vous laisse gérer l'animation. Moi, je fais juste répondre aux questions. Ouais, tout à fait, t'inquiète. On s'est débrouillé avec Juliette. Quand c'est moi qui t'interroge, en fait, Juliette, elle surveille le chat. Hein, donc, n'hésitez pas à poser des Excellent. questions et réciproquement. Donc, c'est bon, t'inquiète. Parfait. Il y Donc, avait quand même voilà. quelques doutes sur certaines questions. Hein. Donc, il y a au moins une personne qui aurait aimé un match nul ou je ne sais pas. Mais bon. Effectivement. En fait, je pense, hein, puis Frédéric, tu verras, mais j'ai l'impression que ce qui peut peut-être porter avantage à cette perception que vous pouvez avoir des avancées du Québec, c'est plus notre rapidité à passer de l'idée à l'action. Je pense que cette énergie-là de dire, il y a une opportunité, on le fait, on la sort, elle est vendue, elle est réalisée, elle est facturée. Ça, honnêtement, je crois, hein, évidemment, parce que Morgane et vous pourrez bien sûr challenger ce que je suis en train de vous dire, mais j'ai l'impression que ce cycle-là est plus court. Ce qui peut donner l'impression qu'on est plus avancé, mais on se bute. Tu sais, vous m'avez entendu tantôt en introduction, hein, on se bute aux mêmes humains là, qui sont dans nos organisations. Je le disais un petit peu, je suis toujours un peu mal à l'aise de le dire comme ça, mais à certains égards, je remercie la COVID pour les EdTech, tu sais, en ce sens que nous... Non, mais je sais, là, je veux dire, c'est un peu... C'est un drôle de feeling de le dire comme ça, mais enfin, ça a laissé tomber beaucoup de paradigmes et de croyances qui, en tout cas, qui chez nous, étaient assez ancrés, tellement que ça m'arrivait très, très souvent d'être embauchée comme formatrice ou conférencière pour des thématiques que l'on a sur étagère, par exemple, dans nos formations immersives et interactives, dans nos Serious Gaming. Et je disais, ben, au lieu de payer aussi cher pour moi, je vous propose cet outil que nous avons développé. Puis dire, oh mon Dieu, mais quel bel outil, effectivement, il est extraordinaire. Amenez-le avec vous. Autrement dit, il me demandait d'aller sur place. Puis Juliette, tu le disais, le territoire est vaste et très... Oui, c'est vrai que c'est grand, le Québec. Alors, aller faire 3, 4, 5 heures de route avec, dans mon ordinateur, la fameuse formation immersive et interactive pour faire un petit mot d'ouverture, peser sur play et les laisser la faire et commenter, bien sûr, pour avoir une certaine forme de valeur ajoutée, tant qu'à y être, mais quand même, au bout du compte, avoir fait exactement ce qu'ils auraient pu faire devant leur ordinateur. Aujourd'hui, ben, ça se passe moins comme ça.
Alors, c'est en ce sens-là que j'ai envie de dire que je pense qu'il y a certains paradigmes qui sont tombés. Je sais pas ce que vous en pensez, si c'est la même chose chez vous. Frédéric, je te laisse Bah, mener ça. clairement, hein, chez nous, en fait, effectivement, là où je pense qu'on est tous à te rejoindre, c'est que malheureusement, le Covid a quand même bien servi la EdTech. C'est-à-dire que maintenant, en fait, on a aussi déployé. Tu vois, quelque chose qui nous a interpellés quand on a échangé avec toi et avec Morgane la première fois, c'est que c'est vrai que l'image du distanciel sur des grands territoires comme le Québec, enneigé, etc., où on se dit, bah, les gens ne se déplacent pas beaucoup. Tu nous as dit quoi, en fait? C'est que faire 300 bornes sous la neige, c'était juste pas un problème pour vous. Et de toute façon, vous faites des bornes. Voilà. Donc, c'était pas un problème, en fait. Et que du coup, tu confirmes bien que le distanciel, en fait, n'a pas été forcément quelque chose qui était en place avant le Covid. Pas tant que ça, en fait, mais et même aujourd'hui, puis simplement un peu vous expliquer la plateforme technologique sur laquelle on s'appuie, Luxi, je vous le disais à la base, ce qu'on cherchait, on avait l'idée de la conception, mais il fallait bien l'héberger, la diffuser sur quelque chose, et on a cherché dans les différents LMS, donc les Learning Management System, qui existaient sur le marché, est-ce qu'il y avait quelque chose qui répondait à ce qu'on souhaitait? Pourquoi? Parce que nous, c'est un peu, je ne sais pas si vous avez ça en France, les livres dont vous êtes le héros. Les adolescents, enfin, puis moi, j'ai été une grande fan de ces livres-là et c'est ça qui m'a donné la puce à l'oreille déjà en 2013 pour dire, et si on faisait de la formation comme ça? Parce que quand on veut développer les habiletés de leadership, ben, c'est l'habileté à décider. Alors, j'ai 3 choix, A, B ou C, et fonction de ce que je choisis, bien évidemment, je vais aller à différents endroits dans l'histoire. J'aurai des indicateurs de performance qui vont bouger en temps réel. J'aurai des habiletés qui vont augmenter ou diminuer en fonction de mes décisions en temps réel. Ça prenait une plateforme technologique qui soit capable d'emmagasiner cette donnée-là et de pouvoir l'interpréter aussi. On parlait d'intelligence artificielle et tout. Pour nous, c'est une prochaine étape, mais pour l'instant, au moins, on est capable de récolter la donnée. Alors donc, quand la COVID est arrivée, c'était notre principale activité chez Luxi. Cependant, je ne sais pas si c'était comme ça chez vous, mais c'est sûr qu'au mois de mars 2020, il y avait moins de gens pour lever la main en disant bon, ben finalement, on va prendre une formation immersive et interactive pour nos employés. Bon, hein. Alors, c'était une question de comment on va survivre. Et j'ai un style de gestion qui est assez participatif, ce qui fait que j'ai réuni l'équipe, les développeurs, les chargés de projet, les gens des ventes, et j'ai dit, bon, quel est notre plus grand actif? Et moi, j'avais un billet, là, un gros billet. Puis j'ai une chance que j'ai réuni l'équipe parce que ma première réponse à moi, quel est notre plus grand actif? Nos contenus, notre approche pédagogique. Et c'était pas ça. Hein? Quel est le plus grand actif? La plateforme. La plateforme technologique est notre plus grand actif. Alors, la pédagogue en moi a fait « Ah oui, ah bon ». Et donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec cette plateforme-là pour servir la mission? Parce qu'à la base, la mission, c'est de démocratiser la formation. Démocratiser pour la rendre plus accessible, accessible en distance, accessible digeste, hein, compréhension, accessible à plusieurs niveaux. Et c'est là qu'on est arrivé en disant, on pourrait faire autre chose que de la formation qui serait peut-être plus de la sensibilisation, de l'information, de la culture. Comment on peut diffuser, héberger des éléments qui nous permettent de diffuser la culture québécoise ou autre? Donc, Et c'en est une forme. Oui, du coup, vas-y. en fait, vous avez reconditionné en fait l'outil pour répondre à un besoin, comment dire, qui était lié au Covid, quoi, principalement. Exactement. Alors, on s'est mis à faire des événements virtuels. D'abord, des assemblées générales annuelles. Hein, vraiment, on n'est pas en mode formation, mais on est en mode information, démocratisation, permettre justement au processus démocratique, et une assemblée générale, c'est quand même ça, de pouvoir s'exercer au mieux. De là est arrivé des entreprises qui nous ont demandé de diffuser leur planification stratégique. Activités de communication, d'orientation, d'alignement intéressant.
Ensuite est arrivé des théâtres et des salles de spectacle qui nous ont dit, est-ce qu'on peut diffuser à partir de votre plateforme? On a dit, bien sûr. Et après ça est arrivé, évidemment, d'autres grandes entreprises qui nous ont dit, ben, nous aussi, on cherche un LMS. En êtes-vous un? Là, mais à la base, c'était pas pour ça que ça avait été créé, mais j'ai dit, mais c'est vrai que pourquoi on ne serait pas, nous aussi, le LMS de d'autres? Alors souvent, à des gens qui sont moins techno, je leur explique qu'on a une tour à bureau et qu'avant, on n'occupait que le penthouse, hein, que l'étage supérieur, et que maintenant, on loue nos espaces, que ce soit des gens qui veulent faire des événements, des gens qui veulent héberger de la formation, des gens qui veulent utiliser nos formations que l'on a dans notre penthouse. Et il y a aussi la virtualisation des services. On a une clinique médicale, nous, sur la plateforme. On a une académie qui forme les techniciens et techniciennes qui travaillent dans cette clinique médicale-là. Alors, c'est juste pour vous dire comment les EdTech peuvent être une porte d'entrée sur un paquet de choses. Et je pense que s'il y a un avantage, bon, c'est une philosophie de pensée plutôt canadienne, québécoise, américaine, un peu tout mélangé parce que c'est un peu ça la culture québécoise, hein? On est une espèce de mix de tout ça. C'est de dire, il y a une opportunité, comme je vous disais, Et on la prend. On la prend, on la fait, on la vend, il y a du monde. Puis souvent, les gens vont me dire, ouais, mais Luxi, c'est presque rendu un buffet chinois. Je leur dis, oui, mais pour l'instant, nos clients, c'est ce qu'ils veulent. Bien sûr, à un moment donné, oui, il faudra peut-être voir est-ce que tout se vend. Ça, c'est plus une réflexion de business. Mais si je veux rester a priori dans le volet EdTech, ça peut servir à bien d'autres choses que la formation au sens théorique et pédagogique comme on peut souvent l'entendre. Alors, c'est aussi ce que j'avais envie de vous partager ce soir pour vous donner des idées des fois de comment on peut démocratiser pas juste la formation. Morgane, est-ce que, comment toi qui es un œil sur les deux continents, en fait, enfin, ce que vient de nous dire Geneviève, en fait, qui est l'opportunisme, en fait, qui est plus effectivement anglo-saxon, dire tiens, il y a un business à faire, on le fait, et ça va sûrement retomber sur ses pieds à un moment donné, etc. Tu confirmes ça, ce côté-là aussi dans la partie pédago? Oui, parce que ayant bossé quand même une quinzaine d'années dans la formation en France, ou dans des modèles où pas que ça freinait des cas de fer, mais c'était compliqué de proposer des projets parce qu'il fallait solliciter machin, etc., et qu'il y avait beaucoup trop de monde. Alors que le modèle, on va dire, québécois, canadien, américain, comme dit Jen, c'est que on a une volonté de répondre à la demande du client. Le EdTech est un besoin qu'il faut qu'on mette à disposition des services, qu'on soit au plus près des besoins là. Et bon, on va se dire, allons-y, il faut qu'on mette tout ça en possibilité. Et que oui, c'est vrai qu'on a une plateforme sur laquelle on héberge des formations, sur laquelle on met à disposition des formations pour nos clients, que les clients puissent aussi héberger leurs propres formations. On les accompagne. Ce que disait Jen aussi, la première chose qu'on s'était rencontrés, c'est de dire on est des technopédagogues. Et ça, je trouve ça intéressant dans la réflexion. J'ai pu rencontrer d'autres maintenant professionnels de l'éducation au Québec, et c'est là-dessus qu'ils partent. On est vraiment sur une dimension technopédagogue, mais avec une volonté de nous d'accompagner tout le monde à démocratiser les outils. Donc c'est vrai qu'on a une plateforme, on met de la formation, mais quand on a eu des besoins où on a fait de l'événement en ligne, on se dit bah, c'est quoi la plus-value? En fait, maintenant, on est en train de réfléchir avec des structures de créer un campus numérique. Parce que dedans, on va pouvoir ajouter du mode webinaire, de la formation, des sas de rencontres, des agendas de rendez-vous one-on-one. Et là, on arrive vraiment sur un produit EdTech. Et finalement, c'est plein de morceaux de puzzle qu'on a pu créer nous-mêmes pour nos clients. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est ça qui va démocratiser. C'est ce que moi j'ai rencontré, donc c'est le directeur général des réseaux des cégeps du Canada. Et c'est vrai que c'était la réflexion, c'est comment au niveau, de l'international, ils peuvent se développer. L'idée, c'est aussi de communiquer. Et ben, utilisons les tech pour montrer aussi la puissance ou la possibilité que peut faire les Québécois via les cégeps, entre autres. Pour lui, c'était ça. Mais ce qu'en France, on n'est pas capable de faire parce que c'est trop compliqué, on n'a pas les moyens ou on ne se donne pas les moyens. Et c'est ça, je pense, la grande différence.
Morgane, tu peux expliquer ce que c'est qu'un cégep? C'est quoi l'équivalent en oui, France? Cégep, pardon. c'est Morgane qui va devoir expliquer un truc québécois, j'adore. Cégep, en gros, au système français, on arrive au lycée, on a seconde, première terme, et le système canadien, québécois, on arrive en fait en secondaire 5, qui est l'équivalent de la seconde, et après on bascule en cégep, qui sont en fait finalement cégep 1 et 2, on va dire 2 années de cégep qui permettent de valider un DEC, donc un diplôme d'études. Le C, je ne sais plus complémentaire, mais je ne suis pas sûr. Tu me diras Oui, peut-être. ben, en fait, c'est diplôme d'études collégiales. C'est le collégial, voilà. Où on peut sortir de là avec ce qu'on nous, on va appeler une technique, c'est-à-dire, par exemple, les infirmières, certaines sont des techniciennes, donc elles peuvent faire jusqu'à un certain degré là, d'actes, mais il va y avoir des infirmières qui vont choisir d'aller à l'université, elles vont devenir des infirmières bachelières et évidemment, elles vont avoir droit d'exercer des actes un petit peu plus là, sophistiqués. C'est un exemple, mais il y a un paquet de techniques en technique du bâtiment, en technique de plein de choses. Là. Voilà. Donc, c'est un modèle différent. Donc, le DEC est, on va dire, à l'équivalence du bac. Voilà. Ok. Juliette, je te passe la parole. Ouais, en fait, on a commencé à discuter un petit peu de cette approche québécoise de la formation. Donc, Jeanne, tu as commencé à nous parler un peu plus de cette agilité, etc. Est-ce que peut-être il y a une relation à l'échec qui est un peu différent au Canada parce que ça ne doit pas marcher à tous les coups? Non, évidemment, et je pourrais témoigner moi-même que ça ne marche pas à tous les coups. En fait, je dirais effectivement, j'ai l'impression, encore une fois, hein, je marche sur des œufs quand je vous dis impression parce que, bon, bien sûr, je suis allée quelques fois en France, en Europe, mais je ne le vis pas au quotidien comme vous. Mais mon impression est que puis ça, le pire, c'est que des fois, je dis qu'au Québec, on ne prend pas encore assez de risques par rapport aux Américains, par exemple. Je vais juste vous faire un petit parallèle. Au niveau de l'entrepreneuriat, si je devais faire faillite un jour parce que, bon, le projet entrepreneurial était plus viable, je veux dire, j'aurais un gros travail d'ego à faire d'une part sur moi, sur la perception du marché, sur tout ça. Tu sais, enfin, ça ne serait pas une démarche très, très facile émotionnellement. Aux États-Unis, si tu n'as pas fait faillite, c'est parce que tu n'as rien essayé. Tu sais, c'est vraiment... alors, si tu rencontres des entrepreneurs aux États-Unis, puis ils te demandent combien de fois tu as fait faillite, puis là, ben, tu es un peu surpris, tu sais. Tu te dis, ben, 0, tu sais, avec un peu de fierté quand même. Puis là, les autres te regardent presque avec du dédain. Hein? Alors, c'est juste pour vous dire, quand tu parles justement, Juliette, de cette relation à l'échec, bon, là, je vous fais le parallèle États-Unis-Québec, mais il peut peut-être se faire à un autre niveau entre l'Atlantique, finalement, là, entre le Québec, la France, mais certainement aussi là, tout ce qui entoure nos deux pays. Et bon, le Québec est quand même encore une province, donc le Canada. En ce sens qu'effectivement, si je vous disais que la formation immersive et interactive, donc le serious gaming, au Québec, c'est pas ça qui nous rend rentable. OK? Je vais être très, très, très transparente avec vous. Fait que c'est pas ma meilleure idée marketing du siècle. OK? Par contre, si j'avais pas fait ça, on ne parlerait pas de tout ce qu'on a parlé tantôt parce que c'était la base, c'est la plateforme, bon, tout ça. Alors, vraiment, cette idée que, puis je ne me rappelle plus c'est quel premier ministre américain qui nous avait aussi donné cette citation-là, mais à l'effet que, tu sais, dans le fond, si je perds, j'apprends, puis si je gagne, là, bon, ben, c'est un peu ça, là, d'avoir une tolérance au risque qui nous permet d'innover, de créer, d'imaginer. S'il y a une chose que j'ai appris avec les années, par contre, c'est de m'assurer que j'ai un acheteur à l'autre bout. Un acheteur n'est pas juste financier. Un apprenant est un acheteur en ce sens que quand j'ai une bonne idée, généralement maintenant, j'ai les gens des ventes qui me disent « As-tu appelé 5 clients potentiels? » Puis si je leur parle puis qu'ils disent « C'est une bien bonne idée. OK, tu l'achèteras à combien? » Je ne l'achèterai pas. Ben, ça devient une fausse bonne idée ou une idée que l'on met en veilleuse. À l'inverse, souvent, les clients viennent me voir avec des besoins, puis je fais « Hein?
pour vrai? Puis là, ben, on décide qu'on le fait. Alors, on est très collé sur le marché. C'est peut-être aussi le fait que, bon, ben, on est une petite boîte encore, hein. Alors, c'est clair que, ben, il faut vivre. On a 22 employés, 22 familles au bout du compte qui comptent sur nous. Et ben, ça, c'est à la base de tout ce qu'on fait. Alors oui, certainement, Juliette, on peut parler d'une relation à l'échec qui peut être différente et qui pousse à dire, ben, c'est quoi le pire qui peut arriver? Puis finalement, dire que le pire est pas si pire. Ça, c'est comme ça qu'on dit ça chez nous. Le pire est pas si pire. C'est une bonne philosophie, effectivement. Je remonte juste une petite question de Cyril dans le chat. Les compétences sont prises en compte plus tôt au Québec? Point d'interrogation. J'ai l'impression que oui. Puis il n'y a pas toute cette notion des grandes écoles non plus, hein, que moi j'entends souvent parler, évidemment, puis que j'ai de la misère à conceptualiser parce que veux pas. Bon, moi j'enseigne depuis 20 ans à HEC Montréal, mais HEC c'est bon, mais l'autre à côté, McGill est aussi bon, puis l'UQAM est aussi bon. Alors, tu sais, c'est pas, il y a pas ce volet-là. Et bien sûr, des étudiants qui auraient, je vais dire, moins d'intérêt, d'aptitude, de talent pour l'école, proprement dit, dès 15 ans, peuvent aller chercher une diplomation professionnelle et avoir un métier parfois beaucoup plus payant, par les temps qui courent surtout, que des diplômés universitaires. Puis ça fait longtemps parce que ben, moi, j'ai gradué il y a 25 ans, 26 ans, devrais-je dire, pour être plus précise. Et déjà là, j'avais certains amis qui avaient choisi ce chemin-là pour un paquet de raisons et qui ont fait beaucoup plus. Tu sais, si on regarde juste la notion d'argent, après ça, on peut qualifier, oui, de défi professionnel de CSA, mais ça appartient à chacun. Hein, moi, je suis nulle de mes mains, alors j'aurais pas pu faire un métier professionnel, j'aurais jamais réussi, mais mon cerveau me permettait d'aller plus loin au niveau universitaire. Alors oui, j'ai envie de dire, Cyril, je suis assez d'accord. Quand tu parles parce que je regarde le chat en même temps, excusez-moi, c'est vraiment un réflexe. Donc, quand tu parles d'alternance, par contre, Cyril, je vais avoir besoin que tu me traduises ça en français Cyril, québécois. tu peux peut-être prendre la parole, ça sera peut-être plus simple. Vas-y. D'accord, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Impeccable, vas-y. Parfait. Oui, en fait, donc dans les compétences, déjà, je voulais savoir à quel niveau scolaire on commence à s'intéresser aux compétences au Québec. Donc, est-ce que c'est déjà juste pour nous, au niveau du lycée, j'ai cru comprendre à partir de 15 ans? Ben, en fait, aux compétences pour en faire un métier, C'est ça? oui, à partir de 15 ans. Aux compétences à développer, moi, je peux vous dire que j'ai une petite fille de 14 ans. Ben, une grande fille, c'est à côté de moi, elle serait insultée. Donc, une grande fille de 14 ans qui, déjà depuis le début de son lycée, donc à 13 ans l'an dernier, la notion de compétence fait partie du cursus. Alors, on vise des compétences de savoir, savoir-être, savoir-faire et même savoir-faire faire. Parfait. Et au niveau de l'alternance, c'est le fait de pouvoir alterner entre le milieu scolaire et le milieu professionnel. Ah, d'accord. OK. Oui, je le saisis maintenant que que tu l'expliques. Ça, on le voit pas encore assez à mon goût, mais il y a une université, si vous voulez la prendre en note, qui s'appelle l'Université de Sherbrooke. C'est à 1h30 de Montréal, une université qu'on pourrait qualifier d'université de banlieue, hein, finalement, mais qui a presque tous ces programmes, particulièrement ces programmes en ingénierie, qui sont en alternance continuelle avec le marché du travail, ce qui en fait une université unique en son genre et qui recrute beaucoup d'étudiants qui veulent, d'une part, s'assurer qu'ils vont aimer le métier, parce que des fois, on peut aimer ça sur les bancs d'école, puis une fois rendu dans la vie professionnelle,
on ne sait pas trop, hein. Et d'autre part, ben, ça fait que les employeurs les adorent, hein, ces diplômés-là, qui déjà ont 1, 2, 3 sessions de terrain en plus de la connaissance. Alors moi, je me souviens, moi, quand j'ai fini l'université en 95, c'était pas comme aujourd'hui, c'était vraiment pas la pénurie de main-d'œuvre, bien au contraire. Et les étudiants de Sherbrooke, souvent, passaient avant nous. Et j'avais beau détenir mon diplôme d'HEC, ça ne servait à pas grand-chose. Et ça s'appelle comment, du coup, alternance au québécois? Ouais, mais en fait, c'est drôle que maintenant qu'on a dit alternance, j'aurais tendance à dire oui, mais non. Laissez-moi vous revenir. Je ne veux pas chercher en même temps que je vous parle, mais j'ai juste envie d'aller sur le site de l'Université de Sherbrooke, puis de voir la terminologie qu'ils utilisent, parce que ça sort de mon esprit au moment où on se parle. Il y a l'ETS, effectivement, Christine. Excuse-moi, vraiment, il faut vraiment que j'arrête. Vas-y. Donc, l'ETS aussi tend à vouloir le faire de plus en plus. Tu as bien raison, Christine. Et c'est vrai qu'il y a une structure pan-canadienne qui s'appelle CWILE, ou en français, la version française, c'est ECAMP ou ECAMT, en fait, qui est une structure pour soutenir l'apprentissage en milieu de travail. Et donc, ils essayent d'allier en fait les universités, les écoles, les employeurs pour vraiment développer cette spécificité-là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se développe autour de cette partie. Et en fait, dans ce qu'ils appellent apprentissage, on retrouve l'alternance, on retrouve les stages, tout est là-dessus. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment mettre à disposition des élèves, des étudiants, dans le cadre de projets aussi, et les amener à contribuer en fait aux besoins en fait, des entreprises. Et c'est des démarches privées, en fait. Ce n'est pas l'État qui pousse, comme en France, l'alternance. Là, je sais que par exemple, ils ont eu une grosse subvention de l'État canadien pour ça. Mais c'est parce que c'est un point spécifique, la formation, le financement de la formation est complètement différent au Canada par rapport à la France. Est-ce qu'on est dans le même principe que de la FEST ici en France? Ça pourrait éventuellement un petit peu se ressembler, mais c'est vrai que j'ai pu en discuter, c'était la réflexion de savoir, la FEST, on est plus sur du modèle salarié, alors que là, ils essayent vraiment d'avoir plus le contact avec, pour l'instant, étudiants, jeunes. Et voilà, eux, ils appellent ça apprentissage, on peut parler d'alternance, on peut parler des stages, et je pense que derrière, tu as la FEST qui peut être dedans, on va dire, clairement. Sinon, il y a Catherine qui a posé une question aussi. Du coup, là, on quitte ce sujet en alternance. C'est l'immersive learning est-il en vogue au Québec, en fait? Est-ce que tu vois quelque chose, Geneviève, là-dessus, voilà, ça commence à devenir un peu quelque chose d'institutionnalisé, entre guillemets? J'irai pas jusqu'à institutionnaliser, mais j'ai envie de dire que nos early adopters, comme on aime les appeler dans le sens que les entreprises qui veulent démontrer à quel point elles sont des bons employeurs tech et tout, parce que chez nous, il ne faut pas oublier qu'on a un contexte généralisé de rareté et de pénurie de main-d'œuvre, ce qui fait en sorte que les entreprises doivent se faire une marque employeur tout aussi forte que la marque consommateur. Alors, donc, de pouvoir démontrer à quel point on développe les compétences en continu avec la technologie. Je vous entendais, Claire, tantôt parler de VR parce que, bon, dans le sujet qui précédait le webinaire, toutes ces notions-là font très flash, là, hein? Alors, hein, on veut y être associé. Ben, j'arrête pas de dire, ça fait des années que je dis que ça va finir par s'institutionnaliser, là, mais c'est pas encore fait. Mais pour moi, c'est tellement évident que je peux pas croire qu'on n'est pas encore rendu. Mais visiblement, il nous reste encore au moins quelques années avant que les gens se rendent compte que faire un Zoom un peu comme on le fait ce soir, puis, tu sais, des fois, là, je vous dis, là, c'est encore des 5-6 heures de Zoom là, par jour là, pour remplacer une journée de formation. Tu sais, moi, le cœur me fend, tu sais, parce que je me dis, mais ça n'a aucun bon sens. Mais c'est encore trop souvent
ça qui est institutionnalisé. Donc là, ce que tu es juste en train de dire, c'est que ce que vous avez vécu au Québec, en fait, pendant les confinements, c'est la même chose que ce qu'on a vécu en France. Au C'est-à-dire début, que, en c'était fait, pire. Oui, c'est-à-dire, en fait, au début, c'était clairement, moi, j'appelais mes clients parce que, bon, comme j'enseigne en virtuel depuis 10 ans, parce qu'il faut comprendre qu'HSC a été quand même un précurseur. Je dois quand même dire que déjà dans les programmes de certificat, je ne sais pas si vous avez ça aussi en France, c'est-à-dire que au-delà de faire des études qui mènent à un diplôme plus officiel, on peut aller suivre des cours à l'université qui sont encadrés sous 1 an ou 2 ans et on accumule donc évidemment un peu de compétences et de connaissances ainsi. Donc, dans les c'est programmes l'équivalent du CNAM, Morgane. En fait, c'est comme si tu venais en fait picorer des modules. Et, Ouais, d'accord. Ouais. Oui, voilà. dans chaque, Dans chaque, n'importe quelle université, en ouais. fait, pas dans le C'est CNAM ça. qui Ouais, est une d'accord. entité Donc, à ouais, part. d'accord. Ouais. C'est tout l'intérêt du modèle où, en fait, il te pousse, entre guillemets, à continuer tes études régulièrement, pas obligatoirement de faire un diplôme en lui-même, même si c'est toujours intéressant, mais Oui. aller chercher des cours par-ci, par-là à l'université. Donc, en fait, tu as une multitude de typologies de cours et de types de cours et tu vas t'inscrire, choisir. Et, Donc c'est un peu la notion de formation continue tout au long de la vie que nous on est en train de déployer via la réforme en France, mais qui là-bas est déjà en place. Ça fait des années que ça existe? Oui, bien, ça fait des années que ça existe, tellement que, encore une fois, ceux qui étaient moins attirés vers un cursus scolaire là, à l'âge de 17, 18, 19, 20 ans, etc., retournent sur les bancs d'école après avoir eu 5, 6, 7 ans d'expérience sur le marché du travail, mais pour venir perfectionner et accumuler à coup d'un cours ou 2 à la fois, on va dire qu'ils vont avoir un bac, mais par cumul de certificats, ce qui ne sera pas exactement la même reconnaissance, mais au bout du compte, si tu as 10 ans d'expérience puis un bac par cumul, comme on appelle, ben, tu es déjà bien positionné. Hein? Alors, mais tout ça pour vous dire que à HSC, en 2010 déjà, les 2 premières semaines étaient en présentiel et ensuite on alternait une semaine à distance, une semaine en présentiel, une semaine à distance, une semaine en présentiel. Et moi, c'est comme ça que j'ai appris à enseigner en ligne, autant synchrone qu'asynchrone, parce que j'avais rapidement compris, j'enseignais la gestion de projet à l'époque, que je ne pouvais pas donner un 3 heures à des étudiants qui avaient plus ou moins envie d'être là un vendredi soir entre 7h et 10h. Comme ça, là, bon, c'était pas la plateforme Zoom, c'était une autre plateforme, mais qui revenait au même. Alors, il fallait que je fasse des exercices préalables en asynchrone et faire des suivis en asynchrone aussi pour aller chercher à peu près 1 heure de synchrone. Tu sais, j'ai tout découvert ça en le faisant. Encore une fois, c'est très... Je ne savais pas comment faire ça, mais à un moment donné, je me suis dit, ah tiens, ça marche. Ils ont les moyennes que je souhaitais, qui étaient l'équivalent de celles qu'il y avait dans les anciens parcours. Et tout ça pour vous dire que quand j'ai vu, bon, la pandémie arriver, évidemment, nous, on voulait sortir la tête de l'eau. Je rappelle mes clients qui avaient tout annulé ce qui était en présentiel. Et là, je leur proposais de faire ça, évidemment, à distanciel. Bon. Et là, je leur disais, la formation d'une journée, on peut la découper en 4 blocs. On va pouvoir faire des parcours. Ça va être encore plus intéressant. Ils vont pouvoir pratiquer entre. Puis là, il a fallu que j'éduque là, vraiment fort parce que ben non, on va juste prendre la même date, mais on va prendre un Teams, un Zoom. Là, mais là, je me disais, mais moi, je ne serais jamais capable d'enseigner 7 heures. Puis être, tu sais, je me donne beaucoup, tu sais, je veux que ça soit interactif, tu sais, j'arriverai jamais à faire ça, là, je ne serais pas bonne. Alors, je leur ai proposé des pilotes, j'ai vraiment tout essayé mes techniques de gestion de changement, mais maintenant, je dois vous avouer qu'encore ce matin, je n'ai pas une misère du tout de difficulté à vendre 2 fois 1h30 au lieu d'un 3 heures. Et là, je fais comme, ah, alléluia, 15 mois plus tard, c'est ça. On y arrive. Puis, tu sais, 1h30 en ligne avec un groupe de 20, là, j'arrive. Là, tu sais, c'est pas l'idéal. J'aimerais mieux aller, tu sais, mais au moins, je peux
Rassure-moi, Geneviève, c'est pas lié au français parce que j'ai l'impression de me retrouver dans ce que tu viens de dire. Je pense que c'est Les lié. anglo-saxons canadiens sont bien pareils. Oui, d'accord. Donc c'est bien, c'est bien. Oh oui, c'est pour ça, changez pas de pays pour ça, puis ce que je comprends, c'est que je changerai pas de pays pour ça non plus, mais et c'était un peu la thématique que l'on voulait voir hein, durant ce webinaire-là, c'est vraiment de se dire qu'on est confronté aux mêmes, ouais, aux mêmes humains moi, longtemps, je ne sais pas chez vous, mais longtemps, la formation était associée à activités de reconnaissance. Ce qui faisait que quand j'essayais de leur dire qu'on ferait quelque chose en asynchrone, ils disaient « Ouais, mais ils ne pourront pas se voir. » Ouais, mais je veux dire, s'ils n'ont pas besoin de se voir pour cette portion-là, on va garder le se voir pour quelque chose de pertinent. Ouais, mais tu sais, ils vont pouvoir prendre un verre ensemble à la fin de la formation. OK, vous donnez une formation, dans le fond, c'est pour le 5 à 7 d'après, là. Pour le déjeuner. Ah, Voilà. on se retrouve bien là-dessus aussi. Et du coup, en fait, transition par rapport à la question que je devais te poser aussi, c'est par rapport, donc, ce que tu es en train de dire, c'est que typiquement, un parcours distanciel, il y a encore quelques temps de ça, ce n'était pas forcément vu comme de la vraie formation, en fait, au Canada et même au Québec, quoi. Effectivement. Puis Ouais. là, aujourd'hui, enfin, c'est fou, là, mais bon, nous, on a développé des parcours asynchrones, bon, sur la gestion à distance, sur le télétravail, sur prendre soin de sa santé mentale, tu sais, sur des thématiques, évidemment, là, de l'heure. Et les institutions gouvernementales disent on n'est pas tout à fait d'accord de subventionner ça parce que ça ne protège pas contre la déconnexion. Fait que là, je veux dire, là, on tourne en rond et c'est dans ce temps-là que Alors là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est encore plus compliqué chez toi que en fait chez nous, où là maintenant en fait on a des textes qui reconnaissent effectivement la partie distancielle, etc. Il y a quand même des règles par rapport à pas faire ça hors temps de travail, de trop, etc. Mais on a quand même des textes qui régissent ça. Donc là-bas en fait non, c'est encore en balance en disant ouais mais trop, si on va vers ça, c'est non plus de déconnexion, c'est important machin, etc. Exactement. Fait que parce que moi, je vantais mon produit en disant tu peux le faire sur ton iPhone parce que tout est mobile friendly, comme on dit. Et là, la dame du gouvernement qui dit ouais, mais là, ça veut dire qu'ils peuvent faire ça en vacances. Mais oui, mais j'ai dit, ils ont 6 mois pour le faire. Ils ont du mois de mars au mois de septembre pour le faire. S'ils choisissent de le faire le 22 juillet sur le bord du lac, là, ce que je veux dire, c'est ça du leadership. À un moment donné, si tu choisis ça parce que justement, tu seras disposé à apprendre, tu auras le goût, tu ne seras pas pris dans les réunions et autres, bien, grand bien t'en fasse. Mais ça, c'est pas tout à fait acquis encore. Du coup, Morgane, tu veux toujours partir? Ouais, en fait, c'est un bon test pour vous répondre pour la suite. Oui, je vais tenter quand même le parce que bon, il y a plein d'autres choses forcément, mais oui, c'est vrai que c'est une vision différente que je trouve vraiment intéressant après avoir pu côtoyer depuis quelques mois maintenant mes collègues, associés et autres clients. Et c'est hyper valorisant et en même temps, ça va permettre aussi de faire le pont, comme on disait finalement, comme on dit soir, entre la France et le Québec et la France, parce que je pense qu'il faut qu'on fasse que ce soit dans les deux sens, et de pouvoir proposer des services en commun, de pouvoir monter des partenariats sur les deux continents, et je pense qu'on peut être complémentaires. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas 100% tout rose partout aussi. Exact. Puis tu sais, c'est un peu ça. Puis, tu sais, en même temps, je suis fière de ce qu'on fait, je suis fière de ce qu'on est, mais je regardais les pourcentages du klaxon de tantôt, puis j'ai aussi envie de vous dire que c'est pas si différent chez vous que chez nous, puis il y a des choses qui sont plus facilitantes chez nous, puis il y a des choses qui sont beaucoup plus facilitantes chez vous aussi. Une des choses qui est intéressante chez vous que nous, on n'a pas, peut-être que nous, on a les vastes territoires, oui, mais vous avez beaucoup, beaucoup d'apprenants.
Ce qui fait que quand on développe une formation et que l'employeur divise par le nombre d'apprenants, par exemple, tu sais, si je lui dis, je ne sais pas moi, c'est 30 000 €, je dis n'importe quoi, mais lui, il divise par 100 ou il divise par 3 000. Hein? Alors, c'est ça fait une différence. Hein? Au Québec, c'est 7 millions au total. Je veux aussi vous rappeler ça, là. Je pense que c'est important parce que, voyez-vous que si j'ai un potentiel de 1000 apprenants, ben, il divise de 30 €, puis il divise par 1000, puis il fait, ouah, ça revient cher de la tête, hein? Mais nécessairement, si je prenais cette même formation-là, puis que j'allais la donner dans une entreprise équivalente chez vous, j'ai l'impression qu'on ne diviserait pas juste par 1000. Par conséquent, on diviserait par, peu importe, là, plusieurs milliers. Et là, le coût par tête, parce que c'est pas plus compliqué l'affaire, hein, vous le savez, c'est pas plus compliqué l'affaire pour 10 000 que l'affaire pour 1000, quand, surtout dans notre domaine d'activité. Alors ça c'est un petit bout qui vous avantage sur nous. Mais ça veut dire que nous, on se limite par rapport à la distance. On s'impose de rester sur un territoire réduit. Là, on est en Bretagne, mais 300 km pour aller voir un client, on peut être bien plus loin que les frontières de la Bretagne. Exact. Et c'est vrai. J'aime ça, Sylvie. On va aller faire un test l'hiver prochain. Mais Morgane, il s'entraîne régulièrement dans son congélateur en ce moment. Oui, c'est ça. Exactement. Mais après, on est bien équipé. Luxi, on a des doudounes maintenant Luxi. Donc, normalement, elles résistent au froid. Je pense pas. Oui, c'est vrai. On a fait faire ça pour les employés pour qu'ils restent. Alors, voilà. L'autre chose que je ne sais pas pour vous, c'est accès à la main-d'œuvre spécialisée en EdTech. Nous, c'est difficile. On tourne toujours autour des mêmes 5, 6, 7, 8 grands spécialistes de la... On se connaît tous, puis on tourne en rond, j'ai envie de dire. Là, on appelle toujours les mêmes. Là. Je ne sais pas si vous, la communauté EdTech est un peu plus élargie en nombre et en différents types d'expertise. Mais voyez-vous, moi, j'avais un mandat en début de semaine. Je dis, je ne suis pas capable de le faire, en termes de temps. Puis, on est retourné en rond encore avec les mêmes consultants que d'habitude. Puis, j'avais le goût d'explorer d'autres idées, mais il n'y en a pas. Alors, c'est peut-être là qu'il y a peut-être à faire des ponts, Claire. Je pense bien regarder ça, mais Ouais, tu veux peut-être répondre, Claire, par rapport à ça, parce que toi, oui, là, ça me démange de prendre la parole. En fait, Geneviève, c'est pour ça que nous, on fédère les acteurs de la EdTech en France, aussi bien au niveau national et au niveau territorial, dans l'équivalent de grand territoire que l'on est. Et je pense qu'il y a en France, en tous les cas, un écosystème qui est en train de se développer, de se structurer pour justement pallier à peut-être ce que vous avez. Donc, nous sommes peut-être l'Eldorado de la Fédération EdTech. J'adore. Puis, un avantage concurrentiel pour une firme comme Luxi, de pouvoir avoir accès à des idées. Je me rappelle, moi, c'est la même équipe qui a travaillé sur 3 Serious Gaming. Puis, quand on a un œil avisé, on voit que nécessairement, c'est les mêmes cerveaux, parce que, bon, il y a des choses qui se ressemblent, puis c'est tout à fait normal au passage. Mais c'est pour ça que moi, j'aime varier les équipes, particulièrement en conception. Mais comme je vous dis, à un moment donné, j'ai fait le tour. Alors, je prends les meilleurs, mais les meilleurs, ça finit quand même par se ressembler. Bon, enfin, vous comprenez un peu. Alors, j'aime beaucoup le commentaire, Claire. Alors, on va garder ça en note. Et comme Morgane dit qu'il va faire des ponts, ben, on s'assure que les ponts seront faits. Juliette, tu reprends la main sur la dernière question? Alors, la question, la 4e thème qu'on souhaitait aborder, Jeanne, c'est que tu as un peu abordé tout au début de ta présentation. En fait, c'était le rôle peut-être plus large de l'EdTech, pas uniquement dans le milieu de la formation, mais plutôt dans la démocratisation de la culture, de la connaissance de façon générale. Est-ce que tu peux nous... Avec plaisir, parce que
J'étais pas convaincue, hein, je dois vous avouer que j'étais dans mes paradigmes à moi aussi, hein, parce que bon, hein, on en a tous à différents égards. Et lorsque c'était un peu par nécessité au début, puis j'ai envie de vous raconter une histoire, moi, qui m'a complètement convaincue. Ceux qui ont fait la préparation avec moi, vous allez dire que je radote, mais là, j'ai envie de la raconter encore. Non, vas-y. Ça fait plaisir. Il y a un théâtre qui, en pleine pandémie, a décidé d'offrir 6 heures de spectacle. Ne serait-ce que pour faire vivre la culture, pour faire travailler une centaine d'artistes aussi, hein, évidemment, là, qui étaient plus que sur le chômage et tout. Et ils nous ont choisi comme plateforme de diffusion avec nos fameux événements virtuels et grâce à notre plateforme EdTech, je vous rappelle à la base, etc. Donc, on signe le contrat. Bon, jusqu'à date, c'est très mercantile. Jusqu'à temps que nous, on offre le support technique sur la plateforme. Vous comprendrez que quand on offre un service comme celui-là, bien sûr, on va diffuser. Mais si les gens ont des soucis pour se brancher et tout, ils appellent chez nous. Et là, cette dame de 80 ans, je vais encore avoir les larmes aux yeux, à chaque fois que je compte, j'ai les larmes aux yeux. Cette dame de 80 ans qui appelle au support et qui est un peu énervée, là, bon, tout le concept de carte de crédit puis tout ça, elle dit, je suis jamais allée au théâtre virtuellement, puis elle dit, là, je vais pouvoir vivre ça grâce à vous. Et là, j'ai fait, mais c'est ça, démocratiser la culture. On pense souvent aux jeunes, au développement des compétences, on pense aux gens éloignés, puis tout ça. Mais il ne faut pas oublier, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, que la population vieillit. Là, nous, on est clairement dans la pyramide inversée où qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens à la fois instruits, cultivés et tout ça, qui sont à la limite un peu analphabètes numériques. Et que là, nous, grâce à notre support technique et grâce aux événements que l'on diffuse, on leur permet d'avoir accès à ça, de surcroît en pleine pandémie, où ils avaient peu ou pas de visites pour toutes les raisons qu'on connaît. Ben là, moi, quand j'ai lu ça, parce qu'en fait, évidemment, la personne qui a pris l'appel l'a mis sur notre Slack parce que c'était trop une belle histoire. Puis quand je l'ai lu, j'ai fait « OK, c'est ça. » C'est correct. Je veux dire, je me sens alignée sur la mission, même si des puristes pourraient dire « t'es solidement loin des EdTech ». Moi, j'ai envie de dire, je pense que les EdTech peuvent contribuer à quelque chose de plus grand que, comme je vous le disais au départ, que la formation, que le développement des compétences au sens pédagogique ou théorique ou universitaire du terme. Un n'empêche pas l'autre, mais justement, ne pas se mettre d'œillères ou de barrières en disant, ben ça, on ne fait pas ça. Tu sais, moi, avant de la sensibilisation, moi, c'est pas de la formation, tu sais. Non, là, je pense qu'on peut aussi laisser aller ces paradigmes-là. En tout cas, du moins, moi, c'est le travail que j'ai fait grâce à la pandémie. La même chose pour la clinique virtuelle. La clinique virtuelle, à la base, c'est quoi? C'est une clinique médico-esthétique. Ils ont 38 cliniques au Canada et nous, on est la 39e. Bon, évidemment, pandémie, etc., les gens ne peuvent plus s'y rendre. Et là, eux veulent offrir des consultations virtuelles. Qu'est-ce qui se passe dans ces consultations-là? Je pourrais snobber le contenu, mais dans le fond, c'est quoi? C'est une technicienne médicale qui renseigne un ou une future patient sur les services qu'elle voudra s'offrir au niveau médico-esthétique. La conversation, elle est enregistrée sur vidéo, elle est mise dans un dossier patient et le patient pourra la réécouter seul ou avec d'autres de façon à pouvoir mieux intégrer les différents concepts, des fois un peu scientifiques et un peu complexes qui lui sont dévoilés, au lieu de retourner continuellement en boutique ou en clinique pour les avoir.
Alors, le besoin du client, c'était « je veux convertir plus rapidement sans que la patiente vienne 3 fois avec sa belle-sœur, avec son mari, avec son, tu sais, bon, tout ça, puis que le temps de la technicienne soit utilisé tu sais, de façon un peu plus efficiente. » Ben, en plus de répondre aux besoins d'affaires, ben, on aide aussi. Hein, c'est ce que je voulais dire un peu, Juliette, quand je disais que les EdTech peuvent servir à un petit peu plus grand que la définition théorique de la formation. Et pour revenir sur l'exemple du théâtre, en dehors maintenant, on voit cette semaine, on a le Festival d'Avignon qui réouvre après plus d'une année de fermeture. Est-ce que tu crois que cette offre de théâtre en ligne va perdurer dans le temps? Est-ce que eux, ils augmentent leur gamme de tournées vers des tournées virtuelles? En fait, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, j'ai encore vu cette semaine, on a une chanteuse populaire. Je pense qu'elle n'a pas encore traversé l'Atlantique, bien qu'il y en ait plusieurs qui traversent l'Atlantique, des chanteuses québécoises. Mais enfin, Marie-Mé, qui est une chanteuse, comme je vous dis, très populaire, donne un spectacle à guichet fermé à 1 heure de Montréal. Elle dit, pour le présentiel, c'est complet. Par contre, en virtuel, tout est disponible parce qu'il n'y a plus de limite. Donc, mon associé Philippe Bertrand me disait qu'il y a une dizaine d'années, il avait essayé ça, de faire comprendre aux artistes qu'ils pourraient faire encore plus de sous ou rayonner encore plus, dépendamment chacun sa motivation, en ayant du hybride comme ça. Et ils ne voulaient rien savoir, les artistes à l'époque. Là, c'est devenu plus facilitant, en tout cas, où là, on sent que les paradigmes sont tombés là aussi. Alors, Marie-Mé, elle avait peut-être, je ne sais pas moi, 10 000 personnes sur place et, je ne sais pas les statistiques, mais elle pouvait en avoir 50 000 en ligne si la demande y était, là. Les gens en ligne payent un petit peu moins cher, mais quand même, elle, c'est le même spectacle. Ça ne coûte pas, c'est la même énergie, c'est les mêmes sous. Bon, 3-4 caméras de plus, puis un diffuseur. OK, mais c'est quand même pas ça qui va empiéter un budget de tournée. Alors, pourquoi pas? Moi, en tout cas, il me semble qu'il serait, au Québec, on dit niaiseux de ne pas en profiter. Super. Mais moi, j'aurais pu aller au théâtre à Avignon là, cette semaine, en virtuel. Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, il y a plein d'événements comme ça. Tu sais, bon, j'ai plus ou moins de temps de par la vie professionnelle et personnelle que j'ai, mais je pense encore à toutes ces personnes âgées. Là. Je pense à ma mère. Là. Elle aurait eu un plaisir fou à assister au festival d'Avignon cette semaine. Ça y aurait rappelé des souvenirs parce qu'elle a beaucoup voyagé en Europe. Tu sais, tout ça, là, c'est beau en soi. Alors, puis elle a les sous pour le faire parce que ces gens-là, qui sont les baby boomers, généralement, enfin, pour une pas pire majorité d'entre eux, ont les sous pour pouvoir se permettre d'aller au théâtre virtuel quelques fois par mois. Hein? Ça me renvoie vers une question que Cyril avait posée juste avant sur la fracture numérique, parce que tu parles de personnes un peu plus âgées. Est-ce qu'il y a une fracture numérique auprès de ces populations ou est-ce qu'ils sont déjà plus au fait que chez nous peut-être? En fait, nous, ce qu'on remarque, c'est que pour les personnes âgées, ça va quand même assez bien. On va remercier Facebook pour ça et les photos des petits-enfants. Tu sais, ça prend toujours une motivation. Hein? Alors, et les textos avec les ados, et tout ça, là, pour garder cette relation-là, c'est ce qui les a poussés à dire « je veux apprendre ». Là où on a un enjeu, puis nous, on l'a vécu là, dans un contrat, c'est avec les employés de type col bleu, par exemple. Morgane, est-ce que vous dites ça chez vous? Oui. Ouais. Les ouvriers? Oui, les ouvriers, oui, c'est ça. Ouais. Où eux, pas d'intérêt, pas trop
je veux dire, c'est ça, pas d'intérêt, puis par conséquent, pas trop de talent à utiliser tout ce qui est technologique. Alors, nous, on a fait une formation justement à distance, immersive et interactive pour des ouvriers dans une usine d'épuration des eaux. Là. Je veux dire, vous savez, vous pouvez vous imaginer les personnages. Et il a fallu utiliser des humoristes pour aller chercher cet intérêt-là et évidemment le minimum de texte, plus de pictogrammes, pointés avec la souris. Hein, on n'était pas du tout dans le même genre de simulation immersive qu'on pourrait avoir, par exemple, pour des cadres ou des managers ou peu importe. Là. Voilà, là, on a les mêmes problématiques en France. Hein. Pareil. Bon. Dès qu'on déborde un peu d'un format habituel, on va dire, c'est hyper compliqué. Hein, on propose. J'ai essayé de travailler, moi, avec G-Navire, qui est une grande entreprise des marins en France, en leur expliquant que la possibilité non plus d'avoir des temps de formation pour les marins qui, eux, quand ils sont en mer, ils bossent tout le temps, et quand ils viennent à terre, ils sont en congé. Donc, en fait, leur mettre des formations pendant les congés, les mecs, ils ne veulent pas. Et donc, l'idée de pouvoir proposer des formations immersives en ligne qui pourraient faire ça même sur leur temps de travail en bateau, etc., pour l'instant, ils freinent des cas de fer, ils ne veulent pas, c'est compliqué. Et c'est ça, en fait, le problème, je trouve. Hey, mes chers amis, je ne sais pas pour vous, mais comme moi, il est 1h, j'ai une autre rencontre qui commence. Et c'est comme c'est votre vie à vous aussi. Mais là, comme vous, il est plus tard, je peux comprendre que votre journée, j'espère, pour la plupart d'entre vous, terminée. Mais moi, je vais devoir vous laisser, non pas parce que c'est pas agréable puis que j'aurais pas voulu poursuivre, mais parce que ma journée continue. Pas de souci, Geneviève, on comprend bien. Eh oui. Un grand merci à toi. Je ne sais pas si Morgane, toi, tu as un petit peu plus de temps, qu'on fasse une petite conclusion. Oui. Ouais. Moi, j'ai juste envie de vous dire à bientôt sous quelque forme que ce soit. Alors, parce que en principe, je devrais être pour l'APM au mois de septembre en Bretagne. Alors, c'est le moment peut-être de se voir pour de vrai, effectivement. Alors voilà. Alors, au plaisir et bon été, hein? Ouais, et un grand merci, Jeanne, et puis merci beaucoup pour ton sourire, ta dynamique et ta joie, tout ça, c'est génial. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Bon, du coup, Morgane, il y a peut-être quelques questions qui traînent dans le chat, je crois pas, hein, Juliette, elles ont été effectivement, un petit rappel à l'ordre dans le timing, ça fait pas de mal. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions au fil de l'eau, mais s'il y en a qui n'ont pas osé poser leurs questions et pour qui peut-être que Morgane peut répondre, allez-y. Est-ce qu'il y a des questions Là, restantes? ouvrez vos micros hein, si vous le souhaitez, c'est peut-être plus facile. Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je propose, Morgane, je vais essayer de faire une petite conclusion. Tu me dis si, a priori, c'est à peu près ça. Bon, ce que je retiens, moi, en fait, de tous les échanges, c'est qu'en gros, entre le Québec, voire le Canada et la France, on a vécu à peu près les mêmes situations et on était à peu près au même point et je pense qu'on est toujours à peu près au même point. Peut-être la grosse différence, effectivement, ce qu'on a évoqué au tout début en fait, du webinaire, c'était plutôt l'aspect où peut-être là-bas, il y a le droit de se tromper, parce que nous, on a du mal en fait en termes de façon de réagir en France. Est-ce qu'il y a d'autres choses particulières que toi, tu retiens par rapport à tous les échanges et ta connaissance et les compétences que tu peux avoir en matière culturelle et en vision des deux continents? Clairement, je pense que de toute façon, oui, c'est une version, c'est très anglophone. Donc, le modèle business plan, le modèle d'affaires fait qu'en fait, ils mettent de l'argent quand ils voient qu'il y a une opportunité, ce qui est compliqué en France. Et après, forcément que sur certains points, peut-être pédagogiques, quand on dit, on a l'impression qu'ils sont en avance. Parce que moi, quand j'ai travaillé dans le secteur du travail social, tout le secteur du handicap, l'accompagnement, ils ont plein de choses aussi qui sont vachement en avance par rapport à nous
sur l'éducation, par exemple, sur l'inclusif, en fait, tout le modèle inclusif des personnes en situation de handicap, des enfants en situation de handicap dans un milieu scolaire. La grande différence, c'est qu'en France, c'est qu'on a l'école et on met l'enfant dedans et c'est limite à lui de s'adapter. Là-bas, c'est que l'enfant est déjà dans l'école et on adapte l'école à l'enfant. Et c'est complètement différent. Donc, en fait, tout ce qui est soft skills, tout ce qui est accompagnement, tout le modèle-là, ils l'apprennent depuis qu'ils sont tout petits, finalement. Dans leur livre en fait, de démarrage, ils ont tout le bien-être, comment bien faire, etc. Et je pense que le modèle-là joue énormément sur leur éducation, sur leur façon d'apprendre les choses et d'évoluer. Donc, je pense qu'il y a des belles choses là-bas, mais finalement aussi des modèles très aussi en organisation de business qui fait que les universités, tout est payant. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont dans un modèle mercantile qu'on ne va pas regretter parce que c'est vrai qu'en France, nous, c'est vrai qu'on a quand même l'opportunité de rentrer à l'université beaucoup plus facilement, faire des études sans trop de contraintes financières. Et je mets des guillemets parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'avant. Mais voilà, je pense qu'il y a des, comme je disais tout à l'heure, hein, les deux côtés sont sympas, mais voilà, il y a des plus et des moins. Et faire des passerelles pour chacun, je pense qu'on peut apporter des choses là-bas. Donc c'est ça, c'est vrai que je vais aller me cailler un peu là-bas, moins 30 degrés, même si actuellement il fait quand même beaucoup meilleur là-bas qu'ici. Mais, mais par contre, ouais, voilà, faire le pont entre les besoins qu'on aurait au Québec et faire le lien avec les tech en France, je pense qu'il y a des choses à faire, clairement. Ouais. Ouais. Ok. Hubert, tu avais préparé un petit klaxon pour finir? On Il finit y la avait saison avec un petit klaxon? Ouais, un que retenir pour la France, si vous êtes encore dessus. Donc là, par rapport à tout ce qui a été dit, hein, si c'est à vous de jouer maintenant, est-ce qu'il y a des idées qui seraient intéressantes malgré tout comment dire, à retenir, à capitaliser? Moi, j'en retiens une, hein, qui est effectivement le fait qu'il y a sûrement des ponts à faire avec le Québec. Ça peut être vraiment intéressant pour aussi bien les Québécois que pour nous. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes dans tout ce qui a été dit? Coup de...